Si Ahmed, bienvenue au Millennial Podcast. Je te Merci remercie, beaucoup, c'est Massine. je te remercie d'avoir accepté mon invitation. C'est la moindre des choses. C'est toujours un plaisir de converser avec toi. Barakallahu fik. Pour pouvoir poser le contexte et mettre en ambiance ce podcast, ce Millennial Podcast, j'aimerais, si Ahmed, tu as démarré ta carrière en 2004 en tant que conseiller technique, jusqu'à aujourd'hui occuper un poste de dirigeant. Est-ce que tu peux, de façon euh, la plus synthétique possible, nous dire quelles sont les principales règles que tu t'es fixées durant ce parcours pour pouvoir réaliser cet itinéraire? Alors, c'est Massine, cette carrière, on va dire ce parcours, n'a pas été tracé dès le premier jour de cette manière. C'est-à-dire que quand j'ai intégré le monde de l'entreprise, dans le poste de chargé de clientèle technique, mon objectif était de réussir dans ce poste. Une fois, j'ai pratiqué et j'ai appris beaucoup de choses d'ailleurs dans ce poste, dans le domaine de l'informatique en général. Je voyais les autres postes autour de moi et j'avais l'esprit critique vis-à-vis des personnes qui travaillaient autour de moi. Et je ne me permettais pas d'apporter de jugement ou d'opinion par rapport à leur travail tant que je ne l'ai pas exercé. Donc l'idée, c'était à chaque fois de me mettre à la place des autres, d'exercer leur métier, de voir et comprendre leurs contraintes afin d'apporter ma touche et mon amélioration par rapport à mes critiques. Et donc ça s'est passé comme ça. L'objectif, c'était d'exceller dans ce que j'étais. Et une fois j'apportais des résultats, j'apportais des améliorations dans mon périmètre, on faisait appel à moi dans un autre périmètre. Et de fil en aiguille, j'ai fait pratiquement tous les postes de la production d'un call center, de téléconseiller, à coach, à formateur, à team leader, à operation manager et BUM. Et je suis passé par une période où je suis sorti de la production pour toucher d'autres fonctions support, où j'occupais le poste de chef de projet. Et je suis passé par la DSI en faisant de l'intégration de logiciels, en faisant du développement d'intranet. J'ai aidé également l'équipe RH à l'optimisation du process de la paie à travers le développement d'un ERP et l'automatisation du calcul des éléments de paie. J'ai travaillé également avec l'équipe planification, l'équipe qualité sur l'automatisation d'un certain nombre de reports. Et puis j'ai fini ma mission de chef de projet sur la partie moyens généraux et logistique avec l'aménagement d'un très beau bâtiment qui était le siège Intelsia il y a quelques années, qui est le Shore 15. Donc ça, c'est en bref ma carrière professionnelle et comment elle a été conduite depuis le début. Donc, c'est d'abord une qualité ou une capacité de remise en question et de travail sur soi. Et la deuxième, ce que je distingue dans ce que tu me dis, c'est aussi une certaine polyvalence. Tu as été OK pour aller explorer d'autres départements, d'autres façons de voir dans les métiers du support. Tout à fait, tout à fait. Depuis le début, je dirais, la polyvalence était un caractère marquant dans mes réflexions, dans mes décisions, parce que j'essayais de toucher à plusieurs domaines. Et quand je fais un peu d'introspection pour comprendre d'où ça vient, depuis le début, j'étais attiré par les mathématiques, les matières scientifiques Mhm. de manière générale, et j'étais également passionné par les matières littéraires, tout ce qui est poésie, particulièrement la langue arabe, beaucoup plus que le français. Mais en tout cas, j'étais attiré par les deux orientations. C'est ce qui explique pour moi ma tendance vers la polyvalence aujourd'hui. Ok, super. Aujourd'hui, donc, tu es directeur de site chez Intelsia. Selon toi, quelles sont les compétences requises pour être à la tête d'un site? Alors, pour diriger un site,
je vais parler d'un site en call center de manière générale. Il y a quelques domaines de compétences qu'il faut connaître et qu'il faut maîtriser. Je commencerai tout d'abord par le management des équipes. C'est-à-dire à la différence d'un administratif quelconque, le directeur de site doit avoir cette compétence managériale pour comprendre les motivations des gens, qu'est-ce qui les pousse, comment les fédérer, comment communiquer avec, etc. Le management des équipes est un domaine très très important, primordial. Le deuxième domaine de compétence, c'est tout ce qui est pilotage d'activité. Il faut que le directeur de site comprenne comment est construite sa production, de la commande du client jusqu'à la livraison, passant par la planification, le dimensionnement, le pilotage, le recrutement, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le pilotage d'activité. Le troisième domaine de compétence, je vais dire, c'est le pilotage financier. À la différence d'autres fonctions qui ont également le périmètre managérial et le périmètre pilotage d'activité, le directeur de site doit absolument maîtriser son pilotage financier parce qu'il est responsable sur la survie financière de son site. Aujourd'hui, une entreprise, d'ailleurs le site c'est clairement une PME, voire il y a beaucoup de PME aujourd'hui au Maroc qui ne font pas le chiffre d'affaires et qui n'emploient pas autant de personnes qu'emploie un site. Ouais, Et voilà, c'est la même rappelle-nous logique. le nombre de personnes que tu gères, Si Ahmed, actuellement. Alors aujourd'hui, je gère deux sites pour Intelsia. Je gère le site de Meknes, Mhm, qui abrite aujourd'hui un peu plus de 1000 collaborateurs. mhm. Et on vient de lancer, pour l'anecdote, on vient de lancer le site d'Oujda cette semaine. Et donc, la cible du site de Oujda, c'est d'accueillir 800 collaborateurs à terme. Et on Inch'Allah. parlera peut-être tout à l'heure de la particularité du site d'Oujda. Ouais, tout à fait, ouais. Mais voilà, le pilotage financier, c'est un des domaines de compétences du directeur de site les plus importants pour pouvoir garantir la continuité des emplois, pour pouvoir garantir la continuité de l'exercice de production et pour pouvoir peut-être investir dans des conditions de travail plus favorables, pour accueillir du nouveau business, etc. Donc le pilotage financier est important. Le dernier volet que je vais te dire, c'est le volet relation client. Même si le directeur de site n'est pas forcément le point d'entrée principal du client au niveau du site, il y a d'autres fonctions qui occupent cette responsabilité, mais le directeur de site doit absolument comprendre quels sont les enjeux du client, quelles sont les attentes et ses exigences, quelle est la stratégie du client pour qu'il puisse coordonner ses actions sur le site et les mettre en phase avec toutes les demandes et les exigences du client. Donc voilà les quatre domaines de compétences Mhm. que je considère importantes pour réussir en tant que directeur de site. Ok, super. Merci, merci Ahmed. Alors, on va faire un petit flashback euh, en, un- en début d'année, durant le premier trimestre et aux alentours de mars 2020. Je me souviens alors, pour rappel, le Maroc avait ordonné le confinement total le 19 mars pour pouvoir pallier à la crise du Covid. Et je me souviens encore, je me remémore encore de ces journées avant que cette décision ne tombe du confinement général. Et je me souviens du stress et de l'anxiété que j'avais vécu les journées avant cette date-là. Et quand tout ça est arrivé de façon soudaine, et tu as comme ça l'instinct de survie qui remonte. On a eu des pensées pour nos familles, on a eu on a eu des moments de stress et des moments de doute. Et durant ces journées, je me disais, et si j'étais encore maintenant en production, comment je réagirais et comment serait mon comportement? Quels auraient été mes réflexes, mes comportements, mes attitudes, etc. Et du coup, j'étais curieux de savoir comment toi, de ton côté, Si Ahmed, tu as vécu ces moments et quels ont été peut-être
tes premières décisions, tes premiers comportements, tes premières attitudes, quand tout ça est venu de façon soudaine et de façon euh, euh, inattendue. Exactement. La crise du Covid est un vrai exemple du monde complexe dans lequel vivent les entreprises d'aujourd'hui, dans le monde incertain qui est plein de paramètres inconnus qui changent tous les jours. Donc, ces caractéristiques, on a commencé à les apprendre, à les comprendre et à vivre avec depuis un moment. Alors, la crise du Covid, la particularité qu'elle a apportée, c'est vrai que c'est l'effet de, de soudaineté qui la caractérise, et puis c'est l'impact mondial en quelques semaines qu'on a vu. Alors, tout au début, tout le monde se disait, bon, c'est la Chine, on a un peu l'habitude d'avoir des bizarreries au niveau de la Chine. Et puis, comme les autres événements, ça va prendre quelques semaines et puis ça va disparaître. Ça ne va certainement jamais nous atteindre. Et du coup, personne ne s'est préparé à accueillir cette pandémie chez lui. Tout le monde était dans ce qu'on peut appeler le déni de la pandémie. Après, on a commencé à sentir vraiment, en tout cas au Maroc, on a commencé à sentir l'arrivée de cette pandémie quand le gouvernement a commencé à prendre des décisions à l'échelle nationale. La fermeture des frontières, les premières décisions du confinement, etc. Alors, il y avait la panique qu'il fallait gérer et je dirais que en tant que manager, notre équipe de management de manière générale a pris la bonne posture vis-à-vis de cette crise et vis-à-vis des collaborateurs. C'est-à-dire qu'en comprenant les craintes que peuvent avoir les collaborateurs face à une pandémie inconnue, où on n'a pas de traitement, on n'a pas de diagnostic précis, on n'a pas de vaccin, etc. Donc on a compris cette peur et cette crainte et on a apporté des solutions qui sont en adéquation avec cette peur et cette crainte. Bien entendu, en tant que manager, on n'a pas le droit de céder à ces craintes, même si on en a, comme tout autre être humain, on n'a pas le droit d'y céder parce qu'on a des responsabilités face aux personnes qu'on manage, des responsabilités de prendre les bonnes décisions et puis des responsabilités pour ne pas céder à la panique générale. Parce que la panique est un facteur d'échec de premier ordre. Et pour pouvoir réussir et limiter les dégâts de la pandémie, il a fallu en tout cas qu'on ne cède pas à la panique et qu'on le transmette à nos équipes. Les premières solutions qu'on a apportées, et quand je dis solutions, à l'époque, c'était vraiment des efforts individualisés parce qu'on ne connaissait pas comment combattre ce Covid. Et du coup, les solutions, c'était plutôt de la prévention. Les premières solutions, c'était la distanciation sociale au niveau de tous nos sites de production. C'était la réduction de notre capacité de production à 50% et rapidement. Et face à nos responsabilités financières, on ne pouvait pas arrêter ces capacités de production comme ça, mais il fallait trouver des alternatives viables dans le temps, surtout que personne ne savait quand est-ce que cette crise allait se terminer. Donc la solution qui est vite venue à nos esprits, c'était le télétravail. Alors bien entendu, le secteur de manière générale au Maroc s'est orienté vers le télétravail. La particularité d'Intelsia, c'est qu'elle a trouvé une manière pour activer le télétravail très rapidement, en collaborant avec les équipes, en consolidant les efforts des uns et des autres. Et puis, ce que j'ai apprécié particulièrement durant cette période, c'est que notre top management se rencontrait tous les jours pour faire un point Covid pendant les 15 premiers jours, voire les 20 premiers jours. Et chaque jour, on a un point Covid et on fait le tour de tous les sites d'Intelsia, tous les pays où il y a le Covid. Et c'était vraiment une expérience très réussie parce que le rythme d'arrivée du Covid dans chaque pays n'était pas le même.
Et du coup, les pays qui étaient touchés tardivement bénéficiaient de l'expérience des pays qui étaient touchés en premier. Et c'est comme ça qu'on a pu capitaliser sur ces différentes expériences pour limiter l'impact. Et en tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu les événements sur Meknes. J'ai également eu la chance d'avoir une équipe de managers sur Meknes Mhm. qui est très mature, très responsable, qui a pu conduire cette, ce changement, on va dire, de rythme de production, avec toute la charge de travail que ça a nécessité, avec toutes les contraintes gouvernementales de circulation, de confinement, etc. Le contact avec les forces de l'ordre après 18 heures, après 20 heures. Euh, En tout cas, c'était vraiment une expérience très riche en enseignement de relations humaines, mais également en connaissance de soi. Je pense que chacun de nous était confronté à ses peurs, à ses limites, et donc était obligé de repousser ses limites et à chaque fois, on se disait, bon, il reste un mois, il reste un mois. C'était aussi cadencé par le repoussement du confinement, du déconfinement par le gouvernement. Et donc, ça nous poussait à chaque fois d'un mois, de 15 jours. Et ça poussait l'être humain à pousser ses limites encore et encore et encore. Et ça nous a fait découvrir vraiment de très beaux potentiels chez nous, chez nos équipes. Et ça nous a conforté dans nos différentes décisions prises. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, nos sites tournent avec un très beau mix entre télétravail et production sur site, tout en garantir les différentes mesures de sécurité sanitaire pour l'ensemble de nos collaborateurs. Donc Actuellement, voilà, brièvement. tu as quelle proportion de personnes en télétravail actuellement? Dans ton mix, quelle est la... Aujourd'hui, Mhm. aujourd'hui, on tourne entre 60% de télétravail et 40% sur site. Et dans le maximum de télétravail, de ratio de télétravail qu'on a eu, on avait atteint 80% de télétravail et 20% sur site. Ok. Donc effectivement, tu disais à juste titre que nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus complexe. Maintenant, on parle d'hyper-complexité. Il n'est pas exclu que nous vivions à l'avenir, lors des prochains mois ou l'année prochaine, un événement aussi important, peut-être pas le même, mais d'une autre nature, mais on le voit bien, l'évolution des dernières années, des 5 dernières années, fait que les choses s'accélèrent, que vraiment les situations inattendues sont de plus en plus nombreuses. Suite à cette expérience, la vécue en 2020, si tu devais tirer 2 ou 3 enseignements managériaux, en disant face à de telles situations avec une telle ampleur, eh bien voici les 2 ou 3 réflexes managériaux à adopter, ça serait lesquels? Alors, aujourd'hui, cette situation, en tout cas, vient conforter un certain nombre de convictions que personnellement j'avais. Mhm, Et depuis très longtemps, je disais que la seule constante dans notre métier, c'est bien le changement. mhm, Et du coup, aujourd'hui, cette situation vient renforcer cette conviction chez moi parce qu'on voit très bien que les convictions qu'on avait hier, les méthodes de travail qui étaient efficaces hier, les outils de travail qui étaient efficaces hier ne le sont plus forcément aujourd'hui. Et du coup, euh, en tant que manager, on doit développer cette culture du changement et cette capacité d'adaptation aux différents changements. Si on doit réussir dans le monde de demain, c'est en acquérant cette capacité à rapidement réagir aux événements et rapidement s'adapter, ne pas prendre le temps de développer sa zone de confort, etc. Mais vraiment, la zone de confort aujourd'hui doit être la zone d'effort, où tout le temps on est en train de changer d'outils de travail, de changer d'organisation de travail, de changer de process. Et on l'a vu aujourd'hui. En lançant le télétravail, nos méthodes de management qui étaient efficaces jusqu'à fin 2019 étaient adaptées à du management en présentiel. mhm. Les différentes actions d'accompagnement, de coaching, de suivi, de supervision et les outils qu'on avait étaient adaptés à du management en présentiel. Depuis mars et jusqu'à maintenant, on est en train de switcher toutes nos méthodes de travail vers le management hybride, en s'adaptant à du présentiel, en s'adaptant à du distanciel.
Bien entendu, la technologie nous facilite la tâche en apportant quelques outils digitaux qui facilitent la mission des managers. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'adaptation du coaching et du management à la distance et aux nouveaux besoins qui surgissent chez les personnes managées, Mhm. à être peut-être plus à l'écoute, à être vu dans une caméra et pas uniquement à travers le son, à marquer plus la présence digitale pour essayer de compenser l'absence sociale. Donc ça, je pense que c'est le premier ou la première qualité qu'il faut avoir pour réussir dans le monde de demain. La deuxième qualité, je pense que c'est revenir aux relations humaines. Depuis un moment, le rythme de production dans le monde s'accélère en exponentiel et ça s'accélère au détriment de la qualité des relations humaines parce que le rythme de travail est devenu plus rapide, les mesures et les objectifs sont devenus plus exigeants et du coup ça pousse à profiter du temps au maximum dans la production au détriment de la relation avec les humains. Donc, moi, je pense qu'il faut recentrer le travail du manager sur la relation avec les humains parce que c'est le sens et c'est ce lien-là qui a pu nous aider aujourd'hui dans la restructuration et en passant les différents changements avec beaucoup de facilité. Parce que si ce lien-là n'existait pas entre les différentes équipes d'Intelsia, ça aurait été beaucoup plus compliqué de passer un certain nombre de décisions, de changer le rythme de travail, de changer d'outils en si peu de temps et avec une intensité aussi grande. Donc ça, c'est le deuxième volet ou la deuxième qualité, c'est focuser sur les relations humaines. Mhm. Et si j'ai un troisième enseignement à partager, ça serait, pour le formuler correctement, ça serait capitaliser sur l'autonomie du collaborateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis un moment, le centre d'appel est basé sur une structure managériale qui garantit la qualité du delivery. Mhm. Je pense qu'aujourd'hui, en appliquant ce système depuis plusieurs années, etc., on a ancré chez les collaborateurs qu'il faut être supervisé pour délivrer. Alors que, personnellement, je suis convaincu que chacun de nous a un potentiel à développer. Chacun de nous peut le développer individuellement. Chacun de nous peut être responsable sur son delivery. Et au lieu de le superviser et le monitorer, on va dire, pour qu'il délivre, je pense qu'il est plus judicieux de lui apporter peut-être les briques qui lui manquent pour s'auto-développer, pour s'auto-former, pour s'auto-suivre et le rendre autonome et le rendre plus responsable. Je pense qu'en posant la question à beaucoup de managers, chacun va dire, et je pense à sa manière, mais tous seront unanimes pour dire oui, les nouvelles générations sont moins responsables que les anciennes générations, etc. Mais on se rend compte au final que c'est un discours que tiennent toutes les générations par rapport à celle qui l'a précédée. Au final, je suis convaincu, et quelques expériences l'ont démontré, qu'en responsabilisant les collaborateurs sur leur travail, ils démontrent une vraie capacité de délivrer et ça augmente leurs chances de réussir, comme une espèce d'effet autour du sujet. Ok, donc j'ai noté effectivement alors trois points que tu proposes et que tu retiens. Le premier, c'est celui de l'agilité, donc développer une forte capacité d'adaptation, puisque aujourd'hui la- le changement semble être la norme. La deuxième, c'est euh, se refocuser, se recentrer sur les relations humaines et accorder plus d'attention qu'on aurait pu faire, on va dire, ces 10 dernières années ou ces 15 dernières années. Et le troisième point qui est, euh,
Il m'échappe. L'autonomisation, on va dire, L'autonomisation, exactement, et qui me semble un point essentiel. Et donc l'autonomisation, qui dit autonomisation, dit finalement responsabilisation de chacun. Donc, ok, super. Alors concernant les relations humaines, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le télétravail, comme le télétravail a été décrété, c'était une alternative, une magnifique alternative pour pouvoir maintenir plusieurs emplois. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que du coup, ça forçait les managers et ça forçait le manager à faire confiance à ses collaborateurs et à faire confiance davantage à ses collaborateurs. Pourquoi? Parce qu'en présentiel, eh bien, le collaborateur est à côté, on peut le voir, on peut l'observer, on peut le suivre, entre guillemets, tandis que là, à distance, on ne le voit pas. Donc on est obligé finalement de renforcer la confiance qu'on a en lui pour pouvoir le déléguer sur les missions qu'on lui donne et le déléguer sur le rôle qu'il doit tenir au sein de l'organisation. Et j'ai trouvé que c'était un point intéressant qu'apportait le télétravail. Alors, si Ahmed, tout oui, à fait, vas-y, je t'en prie. Je ne sais pas tout si à tu fait, voulais tout à dire. fait. Hmm, Non, non, complètement en phase avec toi. C'est l'un des effets positifs qu'a généré le télétravail aujourd'hui. hmm. Alors, tu me disais, je me souviens, une fois, on s'était parlé au téléphone un peu après la crise, et tu me disais que tu estimais des pertes de 50% de ton chiffre d'affaires, tu estimais des pertes financières à 50%. Où en es-tu par rapport à ça? Quel bilan tu fais maintenant après, sans peut-être nous donner des détails sur, sur ton état financier, mais juste savoir est-ce que c'est aussi important, est-ce que les pertes sont aussi importantes que celles que tu estimais quand tu as vu cette crise arriver ou pas Non, honnêtement, non. Euh, les estimations que j'avais faites étaient plutôt pessimistes à l'époque, parce on manquait de visibilité sur ce qui allait arriver et sur la durée que ça allait prendre. Mhm, Maintenant, c'est vrai qu'on a été très très réactif en termes de mesures. On s'est fait accompagner également par nos clients qui, certains ont partagé avec nous cette crise avec beaucoup de responsabilités, mhm, mais également les solutions innovatrices qu'on a mis en place nous ont permis de sauver la casse. Je ne dirais pas qu'on est à 50% de pertes. On n'est pas au rythme de croissance attendu, mhm. mais on est loin des 50% de pertes aujourd'hui. Ok, très bien. Euh, alors, effectivement, on parlait du management hybride. Donc, le télétravail semble s'installer. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va durer post-Covid ou tu penses qu'à un moment donné, il va falloir qu'on retrouve nos anciennes habitudes? Quel est ton avis par rapport à ça? Ouais, je suis convaincu que le télétravail, déjà, peut-être pas avec cette ampleur ni avec ce rythme, existe depuis très très longtemps. Mhm, Peut-être qu'il était un privilège laissé à certaines fonctions de responsabilité qui pouvaient se le permettre parce que les outils, on va dire les outils, les process et le niveau de responsabilité le permettaient. mhm, Donc ça a toujours été une solution, pas uniquement dans des moments de crise, mais moi je le vois différemment, c'est plus des solutions pour les collaborateurs. Aujourd'hui, il faut peut-être éclaircir à nos auditeurs que nos collaborateurs sont des mamans avec des enfants à bas âge, sont des personnes qui ont de la famille à charge, sous leur responsabilité, des personnes âgées, des personnes malades et qui ont besoin de rester chez elles pour marier leurs obligations professionnelles avec leurs obligations personnelles. Donc le télétravail est une solution non pas seulement pour les entreprises, mais également et surtout une solution pour les collaborateurs. Je suis convaincu que c'est une solution qui va continuer à exister en dehors des temps de crise, mais qui va exister en dehors des temps de crise pour faire face à des éventuelles crises, mais pas que. Même en cas de situation normale, je pense que le télétravail est une solution pour augmenter les capacités de production du site, parce qu'aujourd'hui, avec le télétravail,
je ne suis pas obligé de rajouter des étages, de rajouter des sites de production. Je peux garder les sites existants. Et donc, d'un point de vue organisationnel et financier, c'est très intéressant pour les collaborateurs parce que ça évite les frais de transport, de panier, aller-retour, etc. C'est très intéressant pour les entreprises parce que ça évite des frais d'aménagement de nouvelles structures de production. Et puis, c'est une vraie aubaine pour les clients parce que ça rajoute une capacité de production pour faire face aux différents aléas de production. Donc oui, je suis convaincu que ça va continuer à exister. Maintenant, je pense que les entreprises sont très attendues en termes d'innovation, en termes de technologie peut-être, en termes d'agilité organisationnelle pour permettre de combiner ces deux modes de travail dans le temps. Ok. Alors là, effectivement, tu as cité les avantages pour les collaborateurs, pour l'entreprise, et ça me semble effectivement une chouette évolution de la façon de travailler, la façon de produire. Euh, En parallèle, quels sont les challenges auxquels vous faites face, auxquels tu fais face pour pouvoir faire fonctionner tout ça? Ou auxquels font face tes managers pour pouvoir faire fonctionner tout ça? Alors, les challenges, je vais les classer en trois catégories de challenges. Le premier challenge est bien évidemment technologique. Mhm. Aujourd'hui, le télétravail se repose sur une solution technique qui, quand elle ne fonctionne pas, elle plombe le télétravail. Donc ça, c'est le vrai challenge, c'est de fiabiliser les différentes techniques qu'on met en place pour pouvoir connecter des collaborateurs distants à des sites de production. Et je pense qu'aujourd'hui, on a plusieurs alternatives, sauf que le moment avant 2020 n'était pas opportun pour peut-être les expérimenter à grande échelle. Mhm. Aujourd'hui, on est en train d'expérimenter un certain nombre de choses. Il y a des solutions plus coûteuses que d'autres, il y a des solutions plus fiables que d'autres. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire des tests et choisir la meilleure solution qui s'adapte à chaque entreprise. Intelsia est sur une piste prometteur puisque les tests qu'on a lancés depuis quelques semaines, on va dire, sont plutôt concluants. Mhm. C'est ce qui nous a encouragé d'ailleurs à lancer un modèle hybride à Oujda. Donc le premier challenge, c'est un challenge euh, technologique, on va dire. Le deuxième challenge, c'est un challenge collaborateur. Et est-ce que les collaborateurs sauront faire le switch de responsabilité attendu et sauront profiter de cette occasion pour la faire réussir. Parce que souvent, on est face à une vraie opportunité et les résultats sont négatifs face à cette opportunité, pas parce que l'opportunité ne marche pas, mais simplement parce qu'on n'a pas pris le temps d'apprécier toute l'ampleur de cette opportunité et la faire réussir. Je pense que le facteur collaborateur est un facteur très important dans la réussite. Si les collaborateurs font preuve de responsabilité et gagnent en autonomie sur ce genre de dispositif, ils pourront le lancer à grande échelle et en bénéficier pendant de longues années encore. Le troisième facteur, je dirais, c'est le manager. Le manager aujourd'hui, euh, en tout cas dans nos sites de production, ont été habitués depuis de longues années à du management en présentiel. Et du coup, les outils de travail qu'ils avaient, les outils managériaux, les outils de coaching, etc., étaient adaptés à du management en présentiel. L'animation en terrain, l'animation des équipes, la vie des équipes, la motivation des collaborateurs était basée sur des actions présentielles. Aujourd'hui, le challenge, c'est de les remplacer par des actions qui combinent le présentiel avec le distanciel. Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de faire des visioconférences, de faire partager l'ambiance du plateau de production avec les collaborateurs qui sont à distance. Peut-être des actions comme des team building, mais en tout cas de renforcement d'esprit d'équipe à l'extérieur, peut-être à renforcer et à prévoir, des dîners d'équipe, des sorties, des rencontres en one-to-one. Et pourquoi pas le déplacement peut-être du manager chez le collaborateur pour capitaliser sur la relation humaine directe, mais également dans un contexte en dehors du bureau, mais qui représente un mix entre le bureau
et l'espace personnel, peut-être découvrir de nouveaux types de relations et de nouveaux types de collaboration entre le manager et le manager. Donc voilà les trois volets, on va dire, pour moi, qui représentent de vrais challenges sur la nouvelle façon de travailler. Donc technologique, le renforcement des aspects technologiques. Le deuxième, c'est Tout à fait, la responsabilisation du collaborateur et donc utiliser ce moment pour en faire une vraie opportunité d'amélioration de la qualité de vie, de l'équilibre, du work-life balance. Et le troisième, bah, c'est exactement. le manager qui doit faire progresser sa posture, qui doit faire progresser ses relations, qui doit être Les capable, outils, voilà, qui doit être capable de transposer ce qu'il vivait, ce qu'il faisait vivre sur le terrain, mais de façon aussi à distance, et de penser à de nouveaux modes aussi. Alors, exactement. quand tu citais ces points, je me suis souvenu les premiers jours lorsque je me suis mis en télétravail, lorsque mon employeur nous a demandé de nous mettre en télétravail. Et c'est vrai que les premiers jours, lorsque j'étais en télétravail, j'étais un peu perdu. Et j'avais pas mes horaires entre vie perso, vie pro n'étaient pas très clairs et vraiment j'étais un peu perturbé les premiers jours. Et il y a une chose qui m'a aidé à avancer, c'est quand j'ai dédié un espace de travail, quand je me suis pris un petit coin chez moi, où j'ai installé un bureau, où j'ai installé une vraie... parce que tu sais comment ça se passe au départ, tu te mets un peu sur la table à manger, tu te mets là où il y a de la place, mais finalement c'était très perturbant, parce qu'il suffit que, je sais pas, qu'il y ait un événement qui est quelque chose dans la maison pour qu'on soit perturbé. Donc dès que j'ai pris un coin où j'ai installé avec un bureau, etc., et ben là, j'ai pu retrouver dès que la répartition entre vie privée, vie perso, et le conditionnement dont on a besoin pour pouvoir être Exactement. efficient et pour pouvoir être productif. Alors, tu parlais du site de Oujda Sihmed. Je sais que c'est un nouveau projet que tu chapeautes actuellement, qui a des spécificités, qui est finalement dans l'air du temps et dans le prolongement de ce que nous étions en train de dire. Est-ce que tu peux nous le présenter? Est-ce que tu peux nous en parler, nous le présenter, nous parler de ses spécificités et de ses enjeux? Alors, le projet Oujda a été initié par Intelsia pour répondre à deux besoins. Le premier, c'est d'abord investir dans une région qui ne connaît pas beaucoup d'investissements ces dernières années et pour pouvoir apporter des opportunités de travail à une jeunesse qui est vraiment en quête de développement personnel et professionnel et puis de développement de pouvoir d'achat plus directement. Donc ça, c'était on va dire le premier trait de motivation. Le deuxième, c'était de chercher un nouveau bassin d'emploi où on pouvait combiner justement entre travail présentiel et travail et télétravail. Donc ça, c'était le choix de la ville de Oujda, a été pris par Intelsia. Après l'analyse de plusieurs, pardon, de plusieurs on va dire, régions au niveau du Maroc, où Intelsia n'est pas encore présente. Et l'idée, en fait, c'était au lieu de dire, enfin, l'idée de départ, ça aurait été peut-être de dire, on va lancer un site avec 100% de télétravail. Oui, maintenant, Intelsia, avec les quelques mois de recul qu'on a eu, on a vite compris que le télétravail à plein temps générer des effets, en tout cas des effets secondaires au plan social qui étaient négatifs. Notamment l'isolation sociale, peut-être le détachement de la marque, et puis surtout que nos collaborateurs sont habitués à rencontrer leurs collègues, à se voir tout le temps, prendre leur pause ensemble, leur déjeuner ensemble, etc. Donc l'idée, c'est d'offrir un mode de travail qui combine les avantages des on va dire, des deux modes de travail. Mhm. Le travail sur site avec ses avantages de proximité sociale, de proximité avec la marque Intelsia, avec les locaux d'Intelsia, et tous les avantages que présentait le télétravail en termes de confort et d'équilibre entre vie personnelle
et professionnel et de confort financier. Donc c'était ça l'idée. Aujourd'hui, on a aménagé un nouveau bâtiment au centre de Oujda, sur le boulevard Hassan II. Ce bâtiment est sur 4 étages. Aujourd'hui, trois sont déjà aménagés pour accueillir une centaine de collaborateurs à la fois. Et comme je précisais tout à l'heure, l'idée c'est qu'on soit entre 500 et 800 collaborateurs sur le site d'Oujda et donc faire tourner ces collaborateurs sur les 100 positions équipées sur le site de manière à ce qu'ils passent la majorité de leur temps chez eux, mais qu'ils aient un espace de rencontre professionnel offert par Intelsia qui les rapproche entre eux et qui les rapproche avec la marque employeur. Et donc là, Donc voilà le projet d'Ouzda. d'entrée, c'est un projet en télétravail. Ça veut dire que les collaborateurs sont employés dès le premier jour, ils savent qu'ils sont en télétravail. Oui, oui, tout à fait. C'est le modèle aujourd'hui hybride présenté à Oujda et présenté à tous les collaborateurs qu'on recrute, tous les candidats. On partage avec eux les différentes conditions qu'on a sur le site et à distance parce que il y a de l'accompagnement par les moyens techniques, puisque Intelsia offre l'ordinateur et offre la connexion Internet à ses collaborateurs. Donc tout ça a été partagé avec tout le monde. La formation se passe sur le site parce qu'on considère que pendant ces premières semaines, pendant ces premiers jours, il faut que le collaborateur soit au sein du site Intelsia, connaisse les conditions de travail Intelsia, se rencontre avec ses pairs, échange les mêmes contraintes dans les locaux d'Intelsia pour créer cette proximité et cette relation entre les différents collaborateurs. Et puis au fur et à mesure, après la formation et après avoir pris quelques appels sur le site et après avoir gagné en autonomie, les personnes repartent chez elles pour commencer le cycle d'alternance entre télétravail et travail sur site. Et du coup, les différents process comme le recrutement, comme la formation, ont été adaptés en conséquence ou sont restés sur un mode classique? Alors, pareil que la production, dès les premières mesures gouvernementales liées au confinement et aux différentes restrictions de déplacement, etc., comme la production a été obligée de s'adapter, eh bien, le recrutement et la formation ont été obligés de s'adapter. On a lancé plusieurs dizaines de sessions de formation à distance depuis le mois de mars. Les différents recrutements se sont passés 100% en distanciel sur la période du confinement. Et là, on a retrouvé plutôt un mode hybride entre le distanciel et la présentiel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des entretiens se passent en distanciel. Et puis, si on a l'opportunité d'avoir quelqu'un, surtout que maintenant le site de Oujda est prêt, d'avoir des personnes en présentiel, pour nous, c'est plus important parce qu'encore une fois, on montre au candidat le lieu dans lequel il va travailler. Il se sent dans l'environnement Intelsia. Et puis, visuellement, il reconnaît le site et il peut en parler autour de lui. Et puis, ça nous fait aussi une belle publicité sur la ville d'Oujda où on est nouvellement installé. Ok, super. Alors, quelles sont les premières observations que tu fais? Alors, les premiers retours que j'ai aujourd'hui, c'est que d'abord la première observation, c'est qu'on a fini de recruter la classe 2 semaines avant la date limite. Donc ça, c'est le premier effet, c'est qu'on a un bassin d'emploi qui est très prometteur en termes de profil. Et puis, on parle aujourd'hui de profil technique, un profil qui n'est pas simple à recruter par ailleurs. Donc ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que malgré le fait qu'on est sur un modèle hybride, c'était notre crainte de départ également, les personnes sont ouvertes à travailler de chez elles, à travailler en se déplaçant sur site. Donc on n'a pas eu cette contrainte, on va dire, n'a pas diminué notre nombre de conseillers recrutés. La troisième observation, c'est le niveau de pratique de langue française, Mhm, qui était vraiment une très agréable surprise, mhm. parce que nos équipes de formation font un peu le benchmark involontairement et démontrent une vraie satisfaction par rapport à l'implication des personnes, donc le sérieux
et le sens de responsabilité. Puis, le niveau de français pratiqué là-bas, bien entendu, on n'avait pas d'appréhension particulière, sauf qu'on on était sur un bassin qu'on découvrait et on n'avait aucun recul par rapport à ça. Donc ça, c'était la très bonne surprise qu'on a eue. Super. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces apports de qualité, Si Ahmed, et pour cet éclairage que tu nous apportes sur, d'un côté, la crise Covid, comment un opérationnel l'a vécu de l'intérieur, et là, sur ce beau projet que tu es en train de monter sur Oujda. Je vous souhaite beaucoup de succès. Je te souhaite beaucoup de succès dans le lancement de ce projet, dans la gestion de tes sites. Euh, Avant de conclure, si tu devais donner des recommandations à de jeunes managers, c'est peut-être des managers qui sont sur tes sites et qui nous regardent, ou peut-être des jeunes managers qui sont dans d'autres entreprises ou dans d'autres secteurs, quelles recommandations tu leur donnerais? Alors, je sais qu'aujourd'hui, je parle d'une situation, je parle d'une situation de confort. Quand je m'adresse aux jeunes managers, le jeune manager voit au moins aujourd'hui le cadre dirigeant que je suis. Et du coup, c'est facile de parler, de donner des conseils, etc. Simplement, il faut garder en mémoire que il y a quelques années, j'étais même pas manager, j'étais un conseiller technique avec la seule ambition est de pouvoir connecter un client qui a perdu sa connexion Internet et le faire tout le temps. Donc, s'il y a un apprentissage que j'ai appris, et c'est encore plus vrai avec Intelsia, c'est que tout l'effort qu'on investit paye un jour. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se précipiter et considérer l'effort investi comme une graine qu'on plante dans une terre et on ne sait pas quand est-ce qu'elle sera arrosée, on ne sait pas, mais le jour où ce sera en tout cas l'occasion, elle poussera, elle donnera un très bel arbre, un arbre fructueux, un arbre avec beaucoup de branches, beaucoup de feuilles, et qui va vous apporter beaucoup de, de, de reconnaissance par rapport à votre travail. Ne soyez pas pressé, ne soyez pas court-termiste dans vos calculs. Ne dites pas que je fais ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je dois gagner une prime, je dois gagner une promotion, je dois gagner une augmentation. Faites-le d'abord pour vous-même parce que vous grandissez comme être humain, vous grandissez comme responsable à travers les expériences que vous vivez, à travers la générosité dont vous faites preuve avec vos collaborateurs, vos collègues, votre entreprise. Mais je suis sûr et je suis convaincu, et c'est la conviction qui m'a drivé durant toute ma vie professionnelle, que tout effort investi revient avec un résultat. Super. Merci beaucoup, Si Ahmed. Merci pour cet entretien. Franchement, c'est moi qui te remercie, Mohsin. C'est un plaisir toujours d'échanger avec toi. Et puis là, c'est vraiment l'actualité qui nous a impactés. Merci de m'avoir donné l'opportunité de partager mon expérience sur les mois précédents. Et j'espère vraiment que ce soit constructif pour les gens qui nous suivent et pour les managers qui travaillent avec nous aujourd'hui dans dans le même combat face à à cette pandémie. Merci beaucoup et à très bientôt.